Hello mes enfers, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les tueuses en série. Alors installez-vous bien confortablement et prenez votre grenade parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire d'Enriqueta Martí, aussi appelée la vampire de Barcelone. Cette femme est une tueuse en série, ravisseuse et proxénète d'enfants. Alors, ça vous dit d'en découvrir plus sur elle? C'est parti! C'est en 1868, à San Feliu de Llobregat, en Catalogne, que Martí naît. Voilà, c'est tout pour son enfance. Une fois adulte, elle quitte sa ville natale et elle part vivre à Barcelone où elle travaille comme servante et nourrice. Et vous verrez plus tard que si vous aviez su ce qu'elle avait fait, vous ne lui aurez pas confié votre enfant. Très rapidement, elle se tourne vers la prostitution et elle va se rendre dans des bordels ou dans des lieux qui vont être consacrés à cette activité comme le port de Barcelone et le portail de Santa Madrona. Elle se marie en 1895 avec un artiste peintre du nom de Juan Pujalo et leur couple bat de l'aile. Ça ne va pas parce que Martí est très infidèle, elle continue de se prostituer et elle agit très bizarrement avec son mari. Ils vont cesser de se séparer et de se remettre ensemble avant de mettre un terme définitif à leur mariage 12 ans après, en 1907. Et ensemble, ils n'ont aucun enfant. Martí a une double vie. La journée, elle demande la charité dans les maisons, les couvents ainsi que les paroisses. Et comme ça ne marche pas beaucoup, elle va commencer à utiliser des enfants qu'elle kidnappe afin d'attirer plus l'attention et la pitié des personnes. Le soir, elle prostituait les enfants ou les assassinait. Et grâce à son travail de maquerelle, elle gagnait beaucoup d'argent. La nuit, elle fréquente les lieux très riches de Barcelone, comme le théâtre del Liceu et le casino de la Aramasada. Et évidemment, elle va porter des vêtements très luxueux, des chapeaux ainsi que des perruques. En 1909, elle est arrêtée pour la première fois car elle est accusée de diriger un bordel qui offre les services sexuels d'enfants entre 3 et 14 ans. Heureusement pour elle, elle est arrêtée avec un autre jeune homme très riche qui a des contacts dans la haute société de Barcelone. Et donc, elle n'a jamais été jugée sur cette affaire. Ce qui est certainement une grosse erreur, parce qu'il s'agissait quand même de la prostitution d'enfants, donc c'est pas rien. Et comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. On sait également que Martí pratiquait la sorcellerie, et pour cela, elle utilisait les restes d'enfants, comme la graisse, le sang, les poils et également les os qu'elle réduisait en poudre. Ce qui est plutôt pratique quand on veut se débarrasser du corps d'une victime. Martí allait même jusqu'à proposer à la vente des baumes, des onguents, des filtres, des cataplasmes et des lotions, et elle revendiquait que ces derniers pouvaient soigner la tuberculose. Comme la tuberculose sévissait beaucoup à l'époque, les gens très riches étaient prêts à payer des grosses sommes d'argent afin de se procurer ces produits. Le nombre d'enfants qu'elle a enlevés n'a pas pu être déterminé, mais on sait qu'elle a été active pendant 20 ans, ce qui est énorme. On sait qu'il y en a eu au moins 12 car lors de son arrestation, les médecins légistes ont identifié les ossements de 12 enfants différents. Et apparemment, à Barcelone, à cette époque, les gens soupçonnaient que quelqu'un enlevait les nouveau-nés car beaucoup d'enfants disparaissaient sans laisser de traces. Fallait peut-être le dire, non? Le 10 février 1912, Martí kidnappe sa dernière victime. Il s'agit de Teresita Guitart Congost ou Conrost. Face à la passivité des autorités, pendant 2 semaines entières, la ville de Barcelone cherche la petite fille en vain. Et c'est Claudia Elias, une voisine suspicieuse, qui retrouve la trace de la petite fille. Le 17 février, au numéro 29 de la rue Ponante, Madame Elias voit une jeune fille aux cheveux courts jouer avec un autre enfant. Comme elle ne l'a jamais vue, elle demande à Martí si c'est sa fille, et cette dernière ne lui répond pas et lui ferme la porte au nez. La voisine décide de faire part de ses doutes à une de ses amies, qui va elle-même le répéter à un agent municipal, José Asens, et ce dernier va prévenir son chef, le brigadier Ribot. Le 27 février, soit 10 jours après que la voisine ait vu la petite fille dans la cour, Ribot et ses 2 agents
se rendent chez Marty sous prétexte, attention, d'une plainte pour possession de poules. Ouais, des poules. Marty a forcément été surprise par cette visite, mais afin d'éviter d'éveiller les soupçons, elle les laisse entrer. Quand les policiers sont arrivés dans l'appartement, il y avait 2 petites filles, Teresita et Angelita. Teresita raconte que Marty l'avait prise par la main lorsqu'elle s'était un peu éloignée de sa mère et qu'elle lui avait promis des bonbons. Classique. Teresita s'est rendue compte que ce n'était pas normal et quand elle a voulu retourner chez elle, Marty l'a tirée de force et lui a mis un chiffon noir sur la tête afin de la ramener chez elle. Une fois arrivée, Marty lui a coupé les cheveux et lui a changé de prénom. Elle lui a dit qu'elle s'appelait maintenant Felicidad et elle lui a demandé de l'appeler maman. On a appris que Teresita ne mangeait que des pommes de terre et du pain rassis. Cependant, elle n'était pas battue, mais Marty la pinçait et lui interdisait de s'approcher des fenêtres et d'aller sur le balcon. Marty laissait souvent les 2 jeunes filles seules. Quand je parle des jeunes filles, je parle de Teresita et Angelita. Et un jour où elle était partie, elles ont décidé d'explorer l'appartement et d'aller dans les pièces qui leur étaient interdites. Là, elles ont découvert un sac rempli de vêtements de filles couverts de sang et un couteau à désosser également couvert de sang. Teresita a d'ailleurs ajouté qu'elle n'était jamais sortie de l'appartement. L'autre petite fille, Angelita, a aussi raconté son histoire et c'est encore plus effrayant et traumatisant. Elle explique qu'avant Teresita, il y avait un autre petit garçon appelé Pepito et qu'elle aurait vu celle qu'elle appelait maman le tuer dans la cuisine. Marty ne savait pas qu'Angelita l'avait vu et quand cette dernière a découvert cette scène choquante, elle a couru dans sa chambre et elle a juste prétendu dormir. L'identité d'Angelita a été très compliquée à établir parce que Marty ne donnait pas vraiment de précision sur cette dernière. En plus de ça, Angelita disait que son père était Joan Pujalo et que sa mère était Marty, ce qui compliquait beaucoup les choses pour les enquêteurs. Heureusement, Juan Pujalo s'est présenté devant le juge de lui-même et a déclaré qu'il ne vivait plus avec Marty depuis des années, qu'il n'avait jamais eu d'enfant et qu'il ne connaissait pas cette petite fille. Revenons-en à son arrestation. Durant la seconde inspection, ils ont trouvé le sac dont les fillettes parlaient et ils ont également trouvé un autre sac avec encore des vêtements et une trentaine de petits ossements dans le fond. Dans le salon, ils ont également trouvé une armoire dans laquelle Marty gardait les vêtements d'une fille et d'un garçon. Et c'est dans une pièce fermée à clé qu'ils ont découvert l'horreur que cachait Marty. Une 50aine de pichets, des pots et des cuvettes avec des restes humains, du gras, du sang coagulé, des cheveux d'enfants, des squelettes de mains, des os réduits en poudre, et j'en passe. Ils ont également retrouvé les pots qui contenaient les onguents, les potions ainsi que les pommades que Marty proposait à la vente. En poursuivant l'enquête, ils ont découvert que Marty possédait d'autres logements et dans chacun d'eux, ils ont retrouvé des os dans les fausses cloisons, dans les plafonds et dans un jardin, ils ont retrouvé le crâne d'un enfant de 3 ans ainsi qu'une série de petits os des enfants de 3, 6 et 8 ans. Certains restes avaient encore des morceaux de vêtements. Dans un des appartements de la rue Ponen, ils ont trouvé un livre ancien, un livre de notes écrit dans un langage chiffré où elle écrivait ses potions ainsi que ses recettes, mais aussi une liste avec les noms de famille et des noms de personnages très importants de Barcelone. Cette liste a tout de suite créé la polémique, car dans la population, les personnes pensaient que c'était la liste de ses clients. Et par client, j'entends les personnes qui lui achetaient ses pommades, ses lotions, etc., mais aussi ceux qui s'offraient les services sexuels des enfants. La police a essayé d'arrêter les fuites, mais il a couru une rumeur comme quoi cette liste contenait des médecins, des banquiers, des hommes d'affaires ainsi que des politiciens. Les autorités qui avaient encore la semaine tragique de 1909 en tête ont décidé de publier un article afin de calmer le jeu. Ils ont tout simplement dit que cette liste correspondait au nom des personnes auprès de qui Marty mendiait. Marty a été incarcérée à la prison de Reina Amalia et en attente de jugement, elle a essayé de se suicider en s'ouvrant les veines, ce qui a créé l'indignation publique car les gens voulaient tout simplement qu'elle soit jugée et exécutée par la suite. Les autorités de la prison ont fait savoir à la presse que Marty n'était plus seule, qu'elle était surveillée H24 afin qu'elle ne retente pas de se suicider. Mais elle n'a jamais été jugée car elle est décédée 1 an et 3 mois après son arrestation,
le matin du 12 mai 1913. Officiellement d'une longue maladie, officieusement d'un passage à tabac. Elle a ensuite été enterrée dans une fosse commune au sud-ouest, sur la montagne Montjuïc à Barcelone, et elle emporte donc tous ses secrets dans sa tombe. Elle a bien sûr été interrogée sur la présence de Teresita chez elle, ce à quoi elle a répondu qu'elle l'avait trouvée perdue et affamée la veille dans la Ronda de San Paul, mais sa voisine a affirmé qu'elle avait vu la petite fille quelques jours avant son arrestation et non pas la veille. Elle a aussi été interrogée sur la présence d'eau, de restes humains, mais aussi de toutes les potions qu'elle avait faites et qui étaient prêtes pour être vendues. Et c'est là que Marty a dit qu'elle avait fait des études d'anatomie. Le rapport ? Non, parce que faire des études d'anatomie, ça te donne pas le droit de kidnapper et de tuer des enfants. De toute façon, c'était faux et sous la pression de l'interrogatoire, elle a fini par avouer que les enfants étaient tout simplement utilisés comme des matières premières parce qu'elle s'était rendue compte que ces potions pouvaient être vendues très cher et donc, forcément, elle les utilisait pour ça. Cependant, elle n'a dit aucun nom de client. En ce qui concerne Pepito, on lui a demandé où il se trouvait et elle a tout simplement répondu qu'il avait été à la campagne parce qu'il était tombé malade. Là aussi, je ne vois pas le rapport. Ah, et vous savez quoi ? En 1906, une immigrante aragonaise d'Alcanis l'a reconnue comme étant la ravisseur de son fils. Sauf que personne n'a rien fait. Marty avait montré une extraordinaire bienveillance envers cette femme qui était affamée et épuisée après son long voyage depuis sa région. Et comme elle était dans cet état, elle lui a laissé tenir son fils. Et après une excuse ingénieuse, Marty est parti avec l'enfant. Cette femme n'a jamais revu son fils et il a probablement servi pour la préparation de ses remèdes. Concernant Angelita, un examen médical a montré que Marty n'avait jamais accouché. Elle a avoué plus tard qu'elle avait volé cet enfant à sa belle-sœur, Maria Pujalo. Elle l'avait aidé à l'accouchement, elle lui avait fait croire que son enfant était mort, elle avait pris le bébé et elle était partie. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle tueuse en série un peu plus dans l'air du temps.